Re-bienvenue aux Attachés de presse, votre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAC 88.3. On accueille notre collègue et ami Eden Bélanger qui vient nous parler du Conseil de la Fédération qui a eu lieu le 11 et le 12 juillet dernier. Eden, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. Donc, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le Conseil des fédérations, tout d'abord, peux-tu nous le synthétiser en quelques mots avant de commencer, bien entendu? Le Conseil de la Fédération, dans le fond, c'est une idée du Parti libéral du Québec. Dès 1994, le PM de l'époque, Daniel Johnson Fils, pour ceux qui ne savent pas, il a été PM seulement quelques mois, là. Il n'a pas été là très longtemps. Un premier ministre de transition, effectivement. Là. Exactement, après l'admission de Bourassa. Il y avait en main un rapport Pelletier, qui est un rapport de réforme constitutionnelle, qui souhaitait la fondation d'un organe permanent chargé des relations interprovinciales. Donc, à l'époque, lui, il voulait faire une espèce de Conseil de la Fédération à statut quasi-constitutionnel, ça veut dire un statut supra-législatif, donc qui serait en haut des juridictions là, provinciales et fédérales sans être dans la Constitution. Bon, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, le PLQ fut battu par Réseau le PQ en 1994, donc ça n'a jamais eu lieu. Mais au retour du PLQ au pouvoir, donc en 2003, Jean Charest, que l'on connaît tous, est revenu à la charge et lui, il a réussi à s'entendre avec les premiers ministres des autres provinces et des territoires en 2003 pour faire ce qu'on appelle le Conseil de la Fédération. Donc, le Conseil de la Fédération, ce que ça fait en ce moment, dans le fond, c'est qu'il y a 2 rencontres par année. Donc, c'est semestriel, comme on dit. Il y a une rencontre l'été et une autre l'hiver. La présidente du conseil est tournante annuellement, donc c'est lors de la réunion d'été qui va l'avoir, cette présidence-ci. Donc, c'est tous les PM des territoires et des provinces qui se rejoignent pour parler des divers enjeux politiques du moment. Benoît Pelletier, qui est un éminent constitutionnaliste québécois et qui était ministre des Affaires intergouvernementales sous Jean Charest, c'est un peu le père de la Fédération avec Charest. Il voit en cet organe une instance de co-gestion et de co-décision dans les domaines de la santé, du commerce interprovincial et des relations internationales. Bref, le Conseil se voulait un outil permanent permettant aux provinces de faire front commun sur certains points afin d'avoir un rapport de force envers le fédéral. Unis, ils sont plus forts qu'un, bien sûr, et en même temps d'affronter ensemble les défis transcendant les seules limites provinciales dans leur champ de compétences constitutionnelles. On peut penser ici à la santé, à l'éducation. C'est né aussi dans un contexte assez, ce que je pourrais dire, un contexte assez particulier aussi dans ces années-là, au départ. Là. Oui, à l'origine, on voulait aussi tenter le terrain pour une possible renégociation constitutionnelle. Faut dire qu'à l'époque, l'échec du lac Meech, l'échec de Charlottetown, l'échec du référendum de 95, c'était pas si loin. C'était seulement il y a 8 ans de référendum à l'époque. Donc, on pensait peut-être que ça allait mettre la table, à force de discuter, sur une possibilité de renégocier la Constitution canadienne qui, on le fait, le Québec n'a toujours pas signé, du moins la loi constitutionnelle de 1982. Donc, est-ce que, maintenant qu'on a parlé de l'historique, est-ce que ce conseil-là est pertinent? Est-ce que ça amène des retombées significatives? Est-ce que ça fonctionne? Les avis sont partagés. C'est rare que des institutions comme ça créées là, par la politique fonctionnent parfaitement. De prime abord, il faut dire qu'on n'a jamais passé même proche d'avoir une renégociation constitutionnelle depuis 2003. Là, même on s'en éloigne de plus en plus à chaque année. Le fruit n'est pas mûr, là, comme on aime dire au fédéral. On a peur de réveiller l'ours qui dort. Sinon, il y a des gens qui sont positifs. Bon, Jean Charest, bien sûr, qui va prêcher pour sa paroisse, affirmé en 2019, en période électorale fédérale, que le Conseil est un puissant outil pour les provinces, parce que le fédéral, lorsqu'il pense uni, et de surcroît lors d'une campagne électorale fédérale, se devait d'écouter les demandes des provinces. Donc, on peut voir que certains voient que ça peut être vraiment un moyen de pression efficace. Cependant, il y en a qui sont beaucoup moins idéalistes. Là, le chroniqueur au Devoir, au Globe and Mail, peut-être que vous connaissez, là, Konrad Biekabski. En 2018, lui était extrêmement critique envers le Conseil dans un article nommé À quoi sert le Conseil de la Fédération. Il a dit « On est loin d'une instance de travail dont le but est de faire avancer la Fédération canadienne grâce à une meilleure collaboration entre les provinces. Maintenant, chaque premier ministre se fait des réunions du Conseil pour montrer à ses propres électeurs en quoi il ou elle défend leurs intérêts devant ses pairs. Ces derniers, donc le premier ministre, sont plus souvent perçus comme adversaires plutôt que comme des amis. » Donc, on voit qu'il y a des problèmes avec le Conseil de la Fédération. Donc, c'est un outil politique électoral. Oui, on peut dire comme ça, parce que c'est un peu utopique de façon de croire qu'on va avoir des consensus entre toutes les provinces. Hein. Dans une fédération aussi hétéroclite que le Canada, là, où le Québec et l'Alberta dans la même fédération, c'est sûr qu'il va se avoir des conflits.
Par exemple, là, sur l'oléoduc Trans Mountain que l'Alberta voulait faire passer vers l'ouest, c'est sûr qu'à avoir un conflit entre l'Alberta et la Colombie-Britannique. Sur la péréquation, il va toujours avoir un conflit entre les provinces de l'ouest et le Québec. Sur la taxe carbone, il va y avoir des conflits entre les provinces de tendance plus libérale, plus conservatrice. Il va y avoir le Québec qui va faire des alliances bizarres avec les conservateurs pour essayer de défendre ses champs de compétences. On va revenir un peu plus tard, là. C'est un peu bizarre tout ça. Après ça, les différences idéologiques, c'est le modèle albertain versus le modèle québécois qui sont totalement différents, qui sont antipodes. Et c'est les différences culturelles là, entre le Québec et le reste du Canada, mais aussi entre l'Atlantique et l'Ouest et Les le territoires. centre-Canada. Donc, exactement les territoires qui ont des réalités tout autres. Donc, ça, difficile de s'entendre là-dessus. Voilà. Pour le conseil de cette année, ça a été clair, puis même on va pouvoir en discuter tout à l'heure. Ça fait depuis En fait, le conseil, les provinces et le fédéral se rencontrent 2 fois par année. Puis lors de la dernière rencontre en février... Le fédéral n'est pas là, par contre. Le fédéral n'est pas là, par contre. Mais les provinces se rencontrent pour discuter de cette dualité-là, si je peux me permettre l'expression. Puis en février dernier, on parlait déjà d'un front commun pour l'augmentation des transferts fédéraux en santé. C'est toujours un grand enjeu là, pour le conseil du 11 et 12 juillet, dans le fond. Là. Ça a été un grand enjeu parce que c'est un des rares enjeux où les provinces vont pratiquement toujours être d'accord ensemble. Et ils ont encore fait, cette fois-ci, front commun. Ce que les provinces demandent, c'est qu'ils souhaitent que le fédéral augmente les transferts qu'il octroie aux provinces en santé. Bon, là, il faut faire un petit peu de droit constitutionnel. Il faut comprendre que la santé est une compétence provinciale, mais que le fédéral a ce qu'on appelle le pouvoir de dépenser, qui lui permet de dépenser dans les compétences des provinces en donnant des conditions. Sans pour autant créer des lois et offrir lui-même des services. C'est ce qu'il fait en santé et dans plusieurs autres domaines. Il le fait en santé par l'entremise de plusieurs dispositions, notamment la loi canadienne sur la santé. En ce moment, le fédéral finance environ 22% des dépenses des provinces en santé. Et les provinces voudraient que ce chiffre soit augmenté à 35%, soit 50% de ce qui est couvert par la loi canadienne sur la santé, qui couvre 70% des soins de santé. C'est pas beaucoup comme chiffre excuse-moi, Eden, d'augmentation qui pourrait paraître trop grosse? C'est une augmentation qui est assez, au niveau d'un point de vue arithmétique, c'est assez important parce que c'est quand même 28 milliards de dollars. Quand on demande un transfert sur Ottawa, c'est beaucoup. Mais là, il faut dire qu'on rentre, là, et on va voir dans une guerre de chiffres interminable où personne s'entend et où personne n'a vraiment la bonne réponse. Parce que c'est vrai, il y a plus de 50 ans, lors de l'instauration de l'assurance maladie au pays, le fédéral finançait alors 50% des dépenses en santé. Donc, c'est vraiment plus qu'aujourd'hui. Bon, cette part a tranquillement chuté avec le temps, les dépenses des provinces en santé augmentant plus vite que les transferts fédéraux, ce qui crée un déséquilibre tranquillement. Il y a aussi le fait que dans les années 90-2000, la quête, on pourrait dire pratiquement maladive, là, pour l'équilibre budgétaire du fédéral, les a amenés à couper dans les transferts, dont les transferts en santé. Il y a aussi Trudeau en 2017 qui a baissé le taux d'augmentation annuel des transferts en santé, qui était à l'époque de 6% environ, à aujourd'hui environ 3%. Donc, tout ça fait en sorte que le poids relatif du fédéral dans le financement des dépenses de santé baisse tranquillement. Et avec le vieillissement de la population et les impacts à moins long terme de la pandémie, c'est clair que les provinces vont devoir dépenser de plus en plus en santé. Donc, cette baisse de poids va s'accentuer, ce qui n'est pas très le fun. Les provinces, là, ils vont dépenser de plus en plus, selon le Conference Board du Canada. Dans la prochaine décennie, ça va être une augmentation d'environ 5,4% par année. C'est quand même beaucoup. Et le Québec, lui, le gouvernement du Québec, dans son dernier budget, prévoyait que dans la période 2021-2022 à 2024-2025, il allait avoir une augmentation de 6,3% du budget de la santé au Québec par année. Il faut savoir que le budget de la santé au Québec, c'est déjà plus de la moitié du budget. Donc, ça coûte cher. Oui, ça coûte très cher. Puis, on voit que ces deux... La manière que j'interprète cette situation-là, j'ai hâte de voir comment ça va se régler, puisque c'est des demandes, je pourrais dire, des demandes faramineuses qui sont légitimes d'un côté, mais aussi un côté où est-ce qu'on voit année après année qu'il y a une diminution des transferts. Là. Donc, je sais comment on peut je sais pas comment on peut en déduire. Ça va être difficile, puis je pense pas qu'on va jamais le régler, et c'est vraiment plate. Regarde, pour vous donner des chiffres, là, les transferts fédéraux, eux, augmentent environ de 3,6% par année entre 2017, 2018 et 2021, 2022. Parce que, comme je disais tantôt, ça continue à accentuer des équilibres. Le gouvernement du Québec, là, lui, il prévoit que cette norme se maintient. En 2039-2040, le financement fédéral va seulement être de 18% des dépenses de santé. Aujourd'hui, c'est à 22%. Donc, voilà. Ce que tu disais, ça renvoie un peu à la fameuse théorie du déséquilibre fiscal. C'est une théorie qui a été développée dans les années, au début des années 2000 au Québec par des fonctionnaires affiliés au Parti québécois surtout, mais qui a été adoptée par
pas mal toutes les formations politiques québécoises et même dans plusieurs autres provinces du Canada. Ce qu'on dit dans le fond, c'est que vu que le partage des compétences a été établi en 67, à une époque où des sujets comme la santé et l'éducation étaient des sujets de proximité, donc on a donné aux provinces, mais qui n'étaient pas d'une importance considérable au niveau budgétaire. Il y avait beaucoup moins de santé, beaucoup moins d'éducation, et c'est souvent pris en charge par l'Église, surtout au Québec. Là. Ben, 150 ans plus tard, les provinces se retrouvent à être des pourvoyeurs de la très grande majorité des services au Canada, avec santé et éducation qui sont des très, très, très gros programmes, sans avoir la capacité fiscale de le faire, parce qu'on perçoit environ la moitié, un peu plus au Québec, des impôts au provincial ou au fédéral. Tandis que le fédéral, lui, bien, il a une capacité fiscale qui est similaire à celle des provinces, mais il n'offre aucun service. C'est une grosse banque. Et on le voit, les services qu'il offre, d'ailleurs, des fois, il n'offre pas tout bien. On peut voir avec les passeports qu'est-ce qui s'est passé. C'est difficile ces temps-ci, oui, effectivement. Fait qu'on a vraiment un déséquilibre fiscal. C'est assez difficile. Puis, est-ce que ce front commun-là, si je peux, il va-tu tenir dans le contexte actuel, si je peux me permettre, ou rapidement? Le front commun va-tu tenir? Peut-être, parce qu'on est dans une situation exceptionnelle, mais normalement, les fronts communs ne tiennent pas ou n'obtiennent pas de résultats. Hein. Je vais vous donner quelques exemples. Là. La bande des 8, lors d'une négociation constitutionnelle de 82, on a vu comment ça a terminé, là, alors que la Constitution a été signée sans le Québec. Il y a eu un front commun en santé dans des provinces populaires en 2016 avec l'Ontario et le Québec, là, à l'époque dirigé par Kathleen Wynne et Philippe Couillard. Il faudrait que c'était une autre époque. Là, mais c'est pas si loin que ça. Ouais. Ça ne servait à rien parce que le fédéral a fait ses tactiques machiavéliennes habituelles. Il a divisé les provinces en faisant entente de gré à gré avec les petites provinces, qui a divisé un front commun, ça ne servait à rien. Il y a aussi eu le front commun contre la taxe fédérale du carbone, des provinces conservatrices qui ne voulaient pas qu'il y ait des taxes du carbone parce qu'ils sont conservateurs, et du Québec qui, lui, ayant adopté le marché du carbone avec la Californie, ne voulait pas être dépendant de la taxe du carbone, voulait conserver son champ de compétences. Ils ont été devant la Cour suprême Canada. Cour suprême Canada, avec des juges nommés par le fédéral, on donne des raisons fédérales. Très difficile. Et là, en plus, le fédéral nous donne un super argument pour dire aux provinces qui ne méritent pas plus. Ils nous disent, là, je vais vous citer, mais c'est assez loufoque. En 1977, il y a eu un changement affectant les transferts fédéraux en santé. À part de transférer plus en santé, le fédéral a plutôt donné des points d'impôt aux provinces. Ce qui fait en sorte que le fédéral baissait ses taux d'imposition pour que les provinces puissent, elles, les monter sans que les citoyens payent plus. Bon, là, ils disent les provinces n'ont pas tout fait, donc c'est leur problème. Nous, on estime que si on compte ça, on finance à 39,8% le financement, le système de santé en 2021-2022. Le professeur d'économie, Trevor Tomb, lui, qui est un peu plus objectif, là, va dire que si on prend cette manière de calculer-là, ça donne environ 32% pour le fédéral en 2022. Donc bon, je ne ferai pas de commentaires sur l'argument qui me semble un peu loufoque, mais c'est un argument qui pourrait faire en sorte que certaines provinces vont y repenser deux fois, surtout les plus petites provinces, là, des fois, qui ont plus tendance à signer une entente de gré à gré avec le fédéral. Effectivement, c'est des dossiers qui, on dirait, qui vont continuer à essayer de s'améliorer, mais qu'au bout du compte, le temps nous dira si le fédéral va changer son fusil d'épaule et va amener plus de transferts en santé, puisque bon, toutes les provinces le demandent, mais on ne voit pas d'action concrète pour le moment. Donc, ça reste à voir de ce côté-là. Il y a un élément qu'on n'a pas mentionné, mais que je trouvais quand même intéressant, c'est que le premier ministre d'Alberta, M. Kenney, qui veut parler de l'environnement et surtout de la taxe carbone et les manières que le gouvernement fédéral veut, la stratégie fédérale sur les GES notamment. Est-ce que ce genre de conseil-là peut amener des réformes significatives ou même des discussions qui avancent le dossier environnemental au sein de la Confédération canadienne, là, je peux me permettre, là? Là, je t'ai perdu un petit moment, par contre, ça l'a coupé, mais j'essaie de répondre au meilleur de ce que j'ai compris, mais je pense que tu compris. Dans le fond, non, parce que les provinces vont diviser sur le sujet. Entre Justin Kenney et François Legault, il n'y a pas beaucoup d'accords sur les enjeux environnementaux. Donc, même si les deux sont conservateurs là, dans un certain sens, ça ne compte pas là-dessus. Donc, c'est très difficile de faire front commun. Bon, là, il avait fait pour le carbone pour des raisons différentes. Là. Il a fait des opinions plutôt concordantes là, que des opinions qui étaient les mêmes, mais non. Puis c'est là, dans le jeu-là, de toute façon, le fédéral va avoir le dernier mot. Hein. Ils vont voyer en Cour suprême. Donc, c'est très difficile pour les provinciaux de faire des changements à ce niveau. Puis sur la santé, moi, ce que je trouve plate dans tout ça, c'est que si le fédéral et les provinces n'entendent pas, ben c'est nous qui va payer.
Et les provinces vont devoir soit faire de l'austérité, soit avoir des déficits importants, ce qui est jamais bon d'avoir d'importantes décisions chantantes, ou soit eh bien, donner beaucoup de services et espérer que le fédéral finisse par s'entendre avec eux, mais vraiment, c'est ça. Ou sinon, monter les impôts, hein, qui pourrait arriver. Donc, voilà, c'est des choses qui vont faire payer le citoyen dans tous les cas. Et c'est peut-être le problème d'une fédération construite il y a plus de 150 ans et qui n'a pas changé depuis. Avec des contextes fort différents d'une province à une autre ou d'un territoire à une autre, effectivement. Je peux comprendre le point. Eden, merci infiniment pour ton temps. Ça fut très apprécié. Puis, on se revoit la semaine prochaine pour une autre de tes chroniques. Merci à toi, Nick. Donc, on s'en va en courte pause en musique et on est de retour par la suite aux Attachés de presse, votre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAC 88.3. Ça part ici.